Allons-y. Eh bien, bonsoir. Nous voici à la 93e session. En fait, c'est la seconde session qui est consacrée ou qui est concentrée sur la conservation de l'ADN. Parce que les dizaines de sessions préalables depuis 2 ans, puisque ce sont des sessions hebdomadaires, enfin, c'était des sessions hebdomadaires, donc ces sessions ont conduit à cette hypothèse que des actions et des conduites à tenir des actions à entreprendre, des conduites à tenir, euh, des plus bénéfiques qui soient à notre affaire actuellement, c'est de conserver son ADN. Alors, pour différentes raisons. Et évidemment, on réalise qu'il y a une raison, euh, un motif un peu effrayant, euh, peut-être qui explique certaines réserves ou réticences à l'idée de conserver son ADN, c'est parce que ça annoncerait, euh, tiens, on se met à conserver son ADN parce qu'il est en danger. Et ça annoncerait que l'ADN des, des humains, ou généralement sur Terre, serait en déclin ou serait menacé de grands désordres. Et par conséquent, donc, on prend la disposition, on prend des précautions et on conserve en vue de peut-être de réparation, en vue enfin, de faire ce qu'on peut pour limiter les effets d'une catastrophe. Alors, ça, c'est un fantasme. Mais disons que c'est un fantasme qui peut expliquer un certain malaise que l'on aurait à l'idée tout à fait neuve, alors qu'on connaît l'ADN depuis un siècle et que cette idée devrait être répandue, mais apparemment elle est tout à fait neuve, de conserver son ADN. Donc ça provoque un certain malaise pour tel ou tel fantasme, mais peut-être aussi pour d'autres raisons dont on va essayer de déchiffrer les méandres aujourd'hui. C'est-à-dire des raisons concernant la psychologie collective, et bien sûr ce fantasme général, et puis aussi l'organisation de la société, l'organisation du savoir et le contrôle de l'ADN, puisque nous pouvons le manipuler maintenant. C'est devenu très simple, c'est peu onéreux, et beaucoup de gens peuvent le faire et entraîner, voire des épidémies avec des, des, des éléments vivants modifiés. Donc on va voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va récapituler un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois et puis avancer sur les conditions sociologiques, on dira, voire politique, de euh, de cette hypothétique règle de conservation de l'ADN. Alors, avez-vous des notions en prélude avant je vais faire 2 exposés diaporamas. Moi, j'avais juste une remarque. En fait, par rapport on parle de l'ADN de l'homme, en fait, et Oui, en fait, par rapport aux animaux, tout ce qui est ADN ne pose pas de souci, en fait. Par exemple, sur des populations de loups, on prélève de l'ADN pour savoir si il y a un mélange de populations de loups, est-ce qu'il faut oui, réintroduire des loups, etc. Enfin, je mm, trouve que c'est quelque chose qui se fait assez oui, couramment en fait et qui pose pas de problème mm, éthique en fait. Enfin, oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est en approchant notre propre regard ou connaissance ou influence sur nous-mêmes que notre vue s'obscurcit. Il y a aussi donc toutes ces
ces graines qui sont préservées dans des bâtiments vers la Norvège, je crois, euh, et donc ça semble tout à fait banal de préserver la génétique des végétaux, de traiter celle des animaux, Mhm. comme vous disiez, voire même de la breveter maintenant, puisque modifier certains organismes génétiquement peut mener à poser des brevets pour être propriétaire de ces organismes modifiés. Donc il y a toute une industrie gigantesque qui s'est étendue, s'est développée. Euh, Actuellement, donc, il y a des rumeurs sur une généralisation d'ARN modifié et d'ARN actif qui seraient introduits dans les plantes et dans la nourriture. Alors, ce sont aussi bien des fantasmes que des réalités, ça importe peu. Ce sont des choses que l'on dit de toute façon et qui influent la psychologie collective et nos- notre psychisme. Oui. Alors, il y a une première loi, une première règle, on va commencer par ça, euh, pour montrer comment c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'il y a de complexe dans le fait que l'humanité puisse gérer la génétique de son environnement, voire même gérer sa propre génétique. Est-ce qu'on fait ça simplement comme on se transforme, on s'implante une idée et par une idéologie, par une propagande? Mais est-ce que c'est plus compliqué que simplement une influence directe d'un, sur le cerveau ou sur un code? Ou est-ce qu'il y a des interactions entre ce qui provoque la transformation du code et le code transformé qui va réagir en interaction sur ce qu'il transforme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cybernétique. Et donc, on va d'abord faire une comparaison entre ces deux degrés d'influence que l'on peut avoir sur la nature et ce qui nous permettra de comprendre mieux les enjeux de la manipulation, oui, des manipulations génétiques et des conservations génétiques. Donc, euh, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez Oui, ce... Donc, oui, oui, très bien. OK. Donc, là, c'est une figure que j'ai repris du webinaire précédent. Elle évoque justement une transformation, un passage d'un état ici premier, en allant vers la droite, un nageur traverse une piscine, ou bien une civilisation traverse une période d'effondrement, comme l'âge sombre a existé entre moins 1200 et moins 1000, ou bien si par exemple nous avons un grand désordre génétique dans l'humanité pendant quelques siècles. Donc, nous figurons là l'image d'une traversée et, euh, et à l'issue de cette traversée, à l'issue d'un chaos, par exemple d'une guerre bactériologique ou bien de radiations qui viennent du Soleil ou toutes sortes de raisons, l'individu ressort dégradé. On va dire s'il a conservé son ADN, ou, par exemple, ou sa mémoire,
nous avons là l'idée d'une mémoire à l'origine, au début de cet effondrement ou de cette traversée du chaos. Et de l'autre côté, nous avons une mémoire dégradée. Alors nous connaissons un principe qui valide la conservation, c'est ce qu'on appelle le backup. C'est pour cette raison que lorsque, par exemple, on change un programme informatique, que l'on a dans un premier état qu'on va transformer dans un second, on fait un backup pour restaurer les éventuelles fautes qui ont eu lieu durant la mise à jour du programme. Ça s'appelle un backup. Mais donc c'est une mémorisation simple. Nous nous souvenons de ce qu'il y avait à un certain moment et on le restitue, on le réintroduit dans un temps ultérieur. Mais il y a quelque chose de plus, il y a une alternative plus subtile à ce qu'on appelle ce backup, c'est-à-dire ce back, c'est ce qui est en arrière et on le remet en avant, hop. Donc, on appelle ça un backup, mais il y a donc une technologie plus subtile qui s'appelle le feedback, c'est-à-dire que ce n'est pas prendre ce qui est passé pour le remonter au présent, mais c'est pour nourrir le passé. Nous- Et ça, c'est une autre logique qui est, comme on dit à la mode aujourd'hui, qui est contre-intuitive. On se dit, mais comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce que ça veut dire que de traiter quelque chose dans le futur, puisque le futur n'existe pas, et ce futur pourrait avoir de l'influence sur nous? Eh bien, c'est cette règle contre-intuitive, cette sorte de choses illogiques comme des théories de la relativité ou des théories quantiques, eh bien, cette chose illogique à notre pensée, naturellement, a été introduite par ce qu'on appelle la cybernétique, c'est-à-dire l'introduction dans notre milieu d'appareils électroniques euh, qui imitaient notre présent. Et ça s'est appelé la cybernétique, c'est la science des robots, ça s'est aussi appelé la science des relations et de leur contrôle entre les êtres vivants et les machines. Et ça a introduit des espèces d'espace-temps biologiques inversés par rapport à la première intuition que l'on avait. Et ce feedback a pour effet, en fait, non pas de, de, de restaurer une entité dégradée, mais il a pour effet de modifier, euh, de réintervenir, si on peut dire, d'intervenir sur les conditions préalables. C'est-à-dire comme si avant de faire une amélioration de programme, on allait d'abord préparer le programme avant de le modifier et le préparer en prévision des modifications que l'on va faire. Bref, c'est quelque chose de subtil. J'essaie d'en avoir montré l'évidence, la simplicité, mais en même temps le trouble dans le lieu ou le temps où le sujet doit s'identifier par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il transforme. Et c'est tellement subtil en fait que des formules fines et complexes ont dû être posées après celles de la cybernétique, qui sont posées par Norbert Wiener, et c'est des formules de la psychanalyse, ni plus ni moins, qui ont pris ce feedback pour en montrer toute la complexité avec une formule ou un graphique ou une description des circuits cybernétiques où l'on voit qu'il y a plusieurs étages, qu'il y a des flèches, qu'il y a des allées et des retours à différents niveaux. Et la psychanalyse a pris en main, si on peut dire, la cybernétique pour
l'interpréter, la déchiffrer, lui donner une modélisation beaucoup plus fine que ce que les cybernéticiens avaient posé au départ. Et vous avez là des termes qui sont typiquement psychanalytiques: castration, jouissance, signifiant. Ici, nous avons le moi. Ici, l'image du moi. Ici, nous avons ici ce qui s'appelle le fantasme, avec le désir ici. Donc, toutes ces notions ont été introduites sur le simple préalable du feedback cybernétique qui était donc imposé par les nouvelles sciences de l'informatique qui venaient donner une dimension nouvelle au backup. Alors, ce traitement ou cette interprétation par la psychanalyse a donné lieu à trois événements auxquels actuellement le webinaire rend compte, c'est-à-dire qu'il s'agit de la nomination, de l'ADN et de la constitution d'un moi qui ne soit plus l'ancien petit moi freudien qui était un moi imaginaire, qui était en rapport avec ici l'image en miroir, mais d'un moi que l'on va voir beaucoup plus intégral et qui est celui d'une éventuelle humanité en progrès par rapport à celle qui est tenue jusqu'à présent par ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe et qui est relativement insatisfaisant dans ses performances de civilisation. Donc j'arrête pour l'instant cet exposé. Est-ce que il est utile de préciser quelque chose? Moi, je voudrais revenir sur donc, le backup et le feedback. Donc, pour moi, le backup, c'est comment dire, c'est quelque chose de très cartésien. C'est-à-dire Oui, que c'est un état préalable. On retrouve un état préalable, mm, hein, par rapport à son ADN. oui, D'accord? Par oui, contre, la notion de feedback, elle est plus complexe, enfin pour moi, de ce que j'en entends, parce que quelque part, elle introduit de la subjectivité. oui, Le feed, c'est ressentir. oui, si on Non, peut non, dire. non, Enfin, non, Alors, je sais pas. Il faudrait mettre un L à la place du D, mais Ah, enfin, c'est d'accord. assez Bon, proche. C'est assez proche, oui, oui. Non, voilà. c'est Moi, nourrir. enfin, Oui, je le ressens, je l'entendais comme ça, comme du oui, ressentir. oui, oui. Le feedback, par exemple, je pensais à, par exemple, quand on prend, par exemple, du LSD, à un Mhm, certain moment, on peut avoir des flashbacks, en fait, quelque chose qui revient même des années après, mhm, euh, oui. qui, qui est de l'ordre du ressentir. C'est-à-dire que mhm, mhm. c'est quelque chose qui a déjà été manié, quoi. Oui. On peut tout à fait adopter hein, ce terme de ressentir et de feel et de feeling à la place de feeding parce que c'est très proche, effectivement. Dans le sens de la mémoire, on nourrit la mémoire par des éléments et on la nourrit aussi, enfin par des éléments concrets, par des traces, on appelle des traces, et on la nourrit aussi par des souvenirs, des rémanences, hein, vous voyez, il y a différentes Hmm. distinctions. Et donc, le terme qui est utilisé dans, dans ce que euh, on met par contraste, donc vous dites le feedback fait une restitution, il recompose la Hmm. chose. Dans le backup fait une reconstitution. Le feedback, en fait, fait une anticipation. C'est le terme. Alors, euh, Lacan écrit et il commente, il donne la formule de son graphe, là, de ce circuit que je vous ai montré. C'est une assertion
de certitude anticipée. Donc on affirme que l'on a une certitude anticipée, ce qui fait que cette affirmation euh, euh, se colore de cette anticipation, de cette prévision future. Mm. C'est aussi une prévision ce qu'on fait une prévision, c'est un feedback, par exemple. Oui. Ça peut être Mm. résumé comme ça. Dans la communication, on a ça, le feedback, c'est-à-dire Oui, qu'est-ce que la personne a compris de ce que, par exemple, de ce que j'ai pu dire. Il y a un feedback oui, qui vient confirmer ou oui, infirmer oui, mon hypothèse, mais il y a bien ce retour. Et ce oui, retour, il est bien tributaire de ce que la personne va avoir comme référence oui, euh, par rapport aux connotations des mots, par rapport à ce elle a connu dans sa vie, par exemple. oui, Il y a bien quelque chose de très subjectif. Enfin, oui. Et là, vous mentionnez donc un modèle à deux personnes. Et ce qui nous intéresse ou sur quoi mm, on se concentre, c'est un modèle du sujet avec lui-même. C'est-à-dire ce modèle du narcissisme, ce modèle de la psychologie, oui, et ce modèle, par exemple, de la nomination de son chromosome, de son ADN. C'est-à-dire ce que vous voyez bien entre deux personnes dans le milieu du langage doit être, pour la connaissance du moi, réduit à la relation d'une personne, ce qu'on appelle le narcissisme aussi, la relation d'une personne à son image ou à son code. Le, et cette relation se fait par le mécanisme de la mm, nomination. Hein. C'est ce que on va essayer enfin, ce qu'on est en train de mm. déchiffrer en quelque sorte. Alors, je De- continue, je termine ce diaporama-là pour l'instant, ce premier diaporama. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que l'on a, on peut dire que ce que l'on avait initialement bien déchiffré entre backup et feedback, ce backup qui agit sur le futur et ce feedback qui a l'intuition du futur et qui par conséquent va agir d'une manière plus subtile sur le futur. Eh bien, cette distinction entre deux, ce que vous avez appelé, Sylvie, le cartésianisme et puis la relation humaine, je ne sais pas comment vous l'avez, je ne me souviens plus comment vous l'avez qualifié en comparaison du cartésianisme. Et cette distinction, on va pouvoir la retrouver, on va l'illustrer en posant maintenant ces deux circuits cybernétiques, ces deux circuits qui sont ceux de la mémoire en général, qui sont la structure de la conscience ou de la structure du temps. On va les montrer euh, comment elles peuvent prendre deux options. La- L'option du backup, en fait, correspond à créer un clone. On le comprend, je crois, assez simplement. C'est-à-dire que lorsque on prend du matériel passé pour le réintroduire directement dans le futur, ben on a fait ce qu'on appelle un clone. Ce qui se passe, ce que la psychologie nous apprend, c'est que dans cette relation d'un individu ou d'un état à son état cloné dans le futur, nous avons une relation qui est appelée transfert en psychanalyse. C'est une relation imaginaire de soi-même à un clone qui est en fait simplement une relation de semblance ou de ressemblance, mais qui est donc une relation imaginaire. Il n'y a pas de relation entre deux termes narcissiques et comme par exemple en psychanalyse, le transfert il est reconnu comme étant une relation, mais une relation fausse, une relation imaginaire. Et le, la préservation en comparaison, ce que l'on
lorsque l'on fait une conservation au départ, plutôt que simplement faire un backup, on fait une conservation, le feedback va, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est surtout sur l'origine même qu'il va agir. C'est-à-dire que le départ c'est le départ qui va être modifié plutôt que de modifier l'arrivée. Et cette modification de départ se fait par une conservation, mais cette conservation, par le retour du feedback, peut être appelée une préservation. C'est-à-dire on y introduit une dimension ou un potentiel supplémentaire lorsque cette conservation nominale, en fait, c'est-à-dire quand cette conservation devient une préservation et est véhiculée dans le futur, notamment par le symbole du nom et et des, euh, des relations humaines. Alors, j'espère que j'ai un petit peu embrouillé les esprits suffisamment pour leur donner des idées un peu pénétrantes, si on peut dire, sur ce que l'éventualité de mutation ou de manipulation génétique euh, ouvre sur le futur actuellement. En tout cas, on voit qu'il faut se méfier de ne pas prendre de façon simpliste le fait de conserver son ADN. Lorsque l'on conserve notre ADN, en fait, déjà nous nous modifions nous-mêmes. Déjà nous avons fait un feedback et notre psychologie n'est plus la même lorsque l'on va traverser la période de chaos si si nous traversons avec une psychologie qui a conservé son ADN, et c'est-à-dire sa représentation du moi, puisqu'on va voir que l'ADN finalement représente, ou c'est vraiment la signification de ce qu'on appelle le moi. Et, et donc, il est important euh, de bien voir que donc, la conservation de l'ADN actuellement, euh, si elle a lieu et quand elle aura lieu, parce que probablement elle va devenir plus en usage qu'elle ne l'est actuellement, puisqu'actuellement elle ne rencontre pratiquement que des objections et des obstructions. Mais lorsqu'elle aura cours, l'individu qui aura procédé à ce qu'on peut appeler un rituel, pratiquement, mais en réalité c'est une opération symbolique, mais qui est réelle. Donc l'individu modifiera sa psychologie euh, dans cette démarche de conservation. Est-ce que donc on poursuit avec le second diaporama? Oui, ben on est dans les temps. On va pouvoir faire ça. Moi, je voulais juste demander, Oui, enfin, oui, dites. une petite remarque là. Donc, on parle de, en fait, en conservant son ADN, on se modifie, on modifie la représentation qu'on a de soi-même. Oui, oui, oui. Mais c'est pas la seule façon de modifier la représentation qu'on a de soi-même. Par exemple, D'accord. si on fait une psychanalyse, on a Oui, bien aussi une modification de sa propre représentation. oui. Alors, vous savez que la psychanalyse a été confrontée, et l'est toujours, à un obstacle en elle-même,
c'est-à-dire, on l'a introduit, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle peut être confondue avec un backup, c'est-à-dire qu'elle peut être, c'est l'idée du transfert qui peut devenir son objectif. Et effectivement, beaucoup d'écoles ou de courants de psychanalyse ont cherché à établir un transfert pour après, avec le contre-transfert, faire un système de relations, mais qui est en fait une relation imaginaire et qui est une opération d'inhibition de l'analyse de l'inconscient. C'est, et donc, la psychanalyse a été freinée et encombrée par cette espèce de bévue, cette espèce de, de ratage où elle s'est cantonnée à cette idée qu'on pouvait faire un backup de l'inconscient en le ramenant à la surface, tout simplement. Et nous avons fait ensuite l'hypothèse, et Freud le demandait, Freud se sentait bien ça, et il disait qu'il fallait arrêter la psychanalyse d'ailleurs, qu'il en avait vu ce piège avec le transfert, et en disant que tant qu'on n'aurait pas compris la psychologie collective, c'est-à-dire une dimension plus vaste que la relation duelle de l'analyste et de son analysant, tant qu'on n'aurait pas pénétré ou étendu la psychanalyse dans la psychologie collective, il valait mieux arrêter tout. Donc, et Mm. là, c'est ce que nous faisons. Euh, en- enfin, il s'avère que, il se révèle que cette conservation, enfin, la manière dont nous traitons la, la- l'analyse est une analyse de la psychologie collective. Elle intègre cette psychologie collective. Donc alors, passons au- au schéma suivant. Donc on en était arrivé là et maintenant on va reprendre une seconde série de, un second diaporama qui commence par cette récapitulation. Donc nous avons pour simplifier donc ce schéma, ce graphe du désir, il est appelé comme ça, mais on peut l'appeler la logique cybernétique, hein, si on peut dire, on peut l'appeler comme ça. Nous l'avons ici dans tout son détail et à droite, on le simplifie, donc ce sont des traversées de gauche à droite, on voit les flèches de gauche à droite, et puis avec des phénomènes de retour. Euh, alors, ce qu'on va pouvoir exploiter, c'est un événement qui s'est passé avant notre époque actuelle et qui nous permet de comprendre notre époque actuelle. Je veux dire par là que en 1960, on a découvert, si on peut dire, la génétique. On a découvert les- non seulement les gènes, mais leur orientation, leur organisation des chromosomes, avec la double spirale, etc. Disons que la génétique a été connue, l'état actuel de la génétique a été connu depuis maintenant 1960. Eh bien, en 1860, pas plus qu'un siècle avant, nous en étions à un stade très comparable, mais pas avec la découverte des gènes et du génome, mais avec la découverte des germes. En 1860, on savait à peine, on commençait à découvrir qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des microbes ou des germes. Ça faisait quelques dizaines, voire un siècle d'années qu'on savait que la vie était organisée en cellules, mais en 1860, on a découvert que euh, on a, que ces cellules pouvaient se multiplier, qu'elles étaient à l'extérieur de nous, qu'elles pouvaient, donc c'était des bactéries, ou des microbes, etc. Et ça, c'est simplement en 1860 que l'on a découvert les germes.
Et avant 1860, eh ben, disons qu'on pensait euh, on en parlait tout à l'heure, donc que c'était les humeurs, que c'était peut-être des influences euh, magiques, peut-être, qui intervenaient dans des épidémies, dans des contaminations. Donc, en 1860, on a découvert les germes et on peut s'instruire, on peut appliquer ce schéma sur cette période qui est très, très instructive. On va dire que là, nous avons ce qui s'est passé, le graphe de ce qui s'est passé lorsque nous étions à un moment où nous ne connaissions pas le monde microbien et nous avons passé une période de turbulence et nous sommes arrivés de l'autre côté de la rive où nous connaissions vers les années 1960, 1870, disons, on connaissait les germes. Donc dans cette période, il s'est passé quelque chose de tout à fait remarquable qui nous instruit de notre situation actuelle où aujourd'hui, en 1960, nous découvrons les gènes. Nous avons découvert les gènes. Mais tenons-nous-en pour l'instant en 1960. Qu'est-ce qui s'est passé lors d'une traversée comme ça d'une mentalité à une autre, d'une connaissance à une autre? Eh bien, le nageur en question que vous voyez là, le nageur a tout simplement été tué. C'est-à-dire que ceux qui tentaient de, de passer d'une conception à l'autre ont été euh, exterminés comme quelques siècles, disons 2 siècles avant, au moment de ce qu'on appelait de la Renaissance ou de l'Inquisition, eh bien, les astronomes, des gens comme Kepler, étaient menacés de mort, étaient menacés, des gens comme Giordano Bruno qui disaient que l'espace était infini, avec des étoiles, étaient des soleils. Eh ben, ils étaient sacrifiés, ils étaient tués, ils étaient mis sur un bûcher. Euh, Carrément, parce que, et là, nous avons la formule du fantasme, c'est-à-dire c'est le fantasme de mort. Et le sujet, ce que la psychanalyse appelle le S barré ici et le A, le A, c'est ce qui est abject. Et la psychologie collective considérait les sorcières ou les mages ou les scientifiques en germe comme des personnages abjects, monstrueux, diaboliques, qu'il fallait non seulement détruire, mais qu'il fallait torturer, dont il fallait extraire toute l'abjection, le Satan, etc. Et ça, la psychanalyse le reconnaît comme le désir, mais le désir porté au terme de la pulsion de mort. Ce qui s'est passé, c'est dans le fantasme de mort, et donc du fait de ce que Freud appelait, peut-être à tort, parce que c'est peut-être pas exactement une pulsion, mais en tout cas c'est un fantasme de mort et un fantasme d'abjection qui fait que en 1860, eh bien, un médecin qui est resté bien connu, qui a laissé son nom. À l'époque, on ne mettait plus les gens, on ne les torturait plus, on ne les démembrait plus en place publique sur une roue ou bien dans des cages qu'on mettait dans le feu. Ça ne se faisait plus, donc ça s'est fait en catimini. Le médecin qui a expliqué la cause des germes dans les maladies, dans les contaminations hospitalières, ce médecin a été sacrifié et torturé en catimini dans un asile psychiatrique. On l'a mis on l'a interné de force et les gardes de l'hôpital l'ont torturé et tué à la manière vraiment d'un sacrifice de, 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 euh, comment dire, d'exorcisme, parce qu'on ne savait pas trop si ces maladies étaient finalement des effets de la magie de ce bonhomme. Il s'appelle Ignace Semmelweis. Donc en 1860, ou en 64 précisément, donc Ignace Semmelweis ça a été un des derniers euh,
personnages soumis à cette espèce de torture magique, si on peut dire. Parce que ce qui caractérisait cette époque, et la raison pour laquelle Ignace a terminé comme ça, c'est que, en fait, personne, on veut dire en général, tout le monde était dans l'ignorance. Personne ne savait ou ne voulait voir qu'il y avait des germes. C'était on commençait à en parler, on savait qu'il y avait des cellules, mais il n'y avait aucune autorité officielle connue, universitaire ou d'école, qui débattait de cette idée de germe dont l'ignorance était générale. Ce qui fait que les médecins qui infectaient leurs malades parce qu'ils faisaient par exemple des dissections de cadavres et ne se lavaient pas les mains, ignoraient euh, que c'était la cause des germes et ne voulaient pas le savoir, n'avaient pas d'éléments qui pouvaient les convaincre du risque qu'ils qu'ils portaient à leurs malades. Et ça rappelle un petit peu, on voit donc cette passion collective des médecins, parce que ce sont ces médecins qui ont interné leurs confrères, Ignace Semmelweis, ce sont ses confrères qui l'ont fait interner et martyriser. On sait un petit peu, on voit un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir à l'époque actuelle avec le Covid, par exemple. Si on annonce à une grande partie de la population des médecins qu'ils empoisonnent leurs patients, ça va les mettre un petit peu dans l'état de rougeur et de fureur qui est ici illustré. Et, euh, et donc, ça nous permet, on va se reporter maintenant au temps présent. Parce qu'au temps présent, voici ce qui se passerait. Là, c'était en 1860 avec les germes, et en 1960, voire en 2020 avec les virus ou les vaccins. Donc en 1960, si nous étions dans la même situation, on aurait eu ces sacrifices et on n'aurait pas seulement euh, fermé les comptes ou interdit d'exercer certains médecins, mais on les aurait tués de la même manière, mais on les a pas brûlés et tués comme il y a un siècle, parce que, en fait, actuellement, il y a une partie de la population qui est au courant. L'ignorance générale de la génétique des effets vaccinaux sur l'ADN, la génétique de l'humanité, est une ignorance qui n'est pas totale. Il y a une petite partie de la population qu'on va indiquer comme ça, qui est au courant de... Alors, ça vaut bien de retrouver le terme ici de castration, c'est-à-dire qu'elle ne va pas en parler, cette population. Elle va être au courant, mais s'amputer de sa connaissance et faire semblant de ne pas le savoir, si on peut dire. Mais c'est tout de même une différence très importante avec la période plus obscurantiste en 1860. Actuellement, nous sommes dans une situation très comparable avec les gènes. Nous ne voulons pas voir que nous sommes en train de modifier le stock génétique de l'humanité et puis de la nature en général. Nous voulons l'ignorer, mais il y a une petite partie de la population qui le sait et euh, qui va nous, qui va nous appeler à deux alternatives. Ou bien cette connaissance limitée par une élite, entre guillemets, qui pense être un petit peu au contrôle de l'humanité, cette connaissance ou bien se généralise. L'humanité entière va prendre conscience de son rapport à sa génétique et donc toute cette obscurité
général, cette ignorance générale va être levée. Tout à coup, l'éclairage va venir et et donc je l'appelle au lieu de l'appeler ici en 1960 la découverte des gènes, on est en 2026 et on va l'appeler Imagène parce que Imagène, c'est la solution c'est la technologie qui s'appelle comme ça, qui a pris ce nom de conservation d'ADN pour des siècles, hein. Donc, si cette technologie, cette conservation d'ADN devient une habitude, devient quelque chose euh, il faut dire une parenthèse, nous l'avons fait, l'humanité l'a fait inconsciemment, par intuition, en inhumant ces cadavres et donc en gardant et voire en les momifiant. Il y avait déjà cette idée de conserver son corps, son ADN. C'était bien pour une raison qui était appelée la résurrection. Enfin, il y avait des légendes ou des croyances pour cela. Mais disons que le fait de conserver son ADN est généralement euh, intuitivement recherché et actuellement donc peut-être une pratique qu'on va appeler ici généralisée. Par contre, et c'est là où on va l'opposer, euh, c'est-à-dire que le fait de garder simplement qu'une élite conserve, soit avertie comme du lavage de main, mais ici de la conservation, des bénéfices de la conservation de l'ADN, que cette élite soit avertie et qu'elle s'oppose à la généralisation, eh bien, ça va nous rapporter à une régression, finalement, où la population restera ignorante et nous avons cette élite qui connaîtrait les lois de la conservation et les bénéfices qu'elle imaginerait pouvoir en tirer. Et nous avons ce fantasme de mort qui, à ce moment-là, s'appliquerait à la population générale ou la population plus générale. Et nous avons le fantasme qui n'est plus celui donc du dépeçage de Ignace Semmelweis, mais qui est celui de faire disparaître 80% de la population parce que on préfère vivre en petit comité et éclairé des lois de la génétique et en faisant généralement des clones. Ça, c'est un fantasme, hein, c'est bien inscrit comme un fantasme. On ne va pas dire que des choses pareilles arriveraient en réalité dans nos sociétés. Mais ce qui nous importe, c'est que donc la psychologie du moi, et ce moi peut avoir ce fantasme-là, qui est celui donc que une population garderait pour elle la connaissance de la génétique et à ce moment-là serait en condition logique de supprimer comme un sacrifice donc le reste de la population. Alors, là, donc, il reste une dizaine de minutes. J'interromps pour l'instant et on va donner la solution à cette alternative que nous avons imaginaire, hein, fantasmatique. Est-ce que donc la génétique va être conservée pour une élite ou bien est-ce que c'est l'humanité en général qui va adopter un changement de comportement, enfin, qui va acquérir un comportement comparable à un comportement d'hygiène, de conservation de soi-même. Il me reste 10 minutes et il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, allons vite. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur ce que j'ai dit là? Est-ce que vous voyez euh, euh,
des questions? Juste une petite remarque, en fait, c'est la mort d'Ignace Semmelweis qui a permis Oui. que sa théorie sur les microbes soit en fait voit le jour quelque part. Je ne sais Enfin, pas si là, non, c'est ça, sa mort. Enfin, je oui, trouve qu'il y a. oui. Est-ce que c'est ça qui a provoqué, est-ce Enfin, que je trouve son que c'est troublant quand sacrifice? même la Ah mort. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui, il y avait ce. Alors après, on entre, ben justement, on entre dans la psychologie collective de la culpabilité et donc du surmoi. Et effectivement, cette mort était peut-être Mm. une solution médiocre euh, à, à gérer une psychologie collective sur ce fantasme. Après, il y en a beaucoup de fantasmes collectifs comme ça, de cannibalisme, de dévoration du père. Et là, Mm. donc, de sacrifices religieux, etc. Oui, oui. Alors, je vais continuer, je vais terminer parce que donc il faut tout de même. C'est tout à fait subtil, c'est un peu complexe, mais j'espère mener à une perspective de comprendre qu'en fait, pour établir, et quel est parce qu'il n'est pas encore venu, ce régime de Imagène, ce régime où il devient banal pour la collectivité d'envisager, de comprendre les risques d'une mutation générale ça s'appelle une transformation darwinienne, hein. Et donc que la conservation de l'ADN serait quelque chose de bienvenu, surtout si elle est nominale. Alors, ce que j'avais ajouté, euh, c'est que, voici, si on fait l'analyse du temps présent, ou actuellement, disons, si nous sommes menacés par une régression, c'est-à-dire si nous n'arrivons pas à, ici comme à droite, à faire une claire circulation des mémoires et des identités, si nous avançons vers une régression, nous pouvons en voir les symptômes, parce qu'il y a un symptôme énorme, majeur actuellement, qui se présente depuis quelques dizaines d'années. Il est énorme. Si, on peut très bien ne pas vouloir le voir, mais si on y fait attention, ou si l'attention y est portée, on doit le constater. C'est un, c'est un, ce symptôme, c'est celui qui concerne le Y, le chromosome Y, c'est-à-dire une petite partie de l'ADN général. Et si nous voulons, dans cette situation de droite, ici exprimée à droite, si nous pensons que le moi puisse donc se développer jusqu'à une identification à son ADN, à son génome, c'est-à-dire à une nomination de son génome comme étant le nom de son moi, si on peut dire, nous pouvons commencer avec pas tout le génome, mais simplement un petit bout, simplement le chromosome Y. Eh bien, le chromosome Y est affecté à ce moment-là, ou est à la tête, il est le champion du symptôme actuellement de l'obstacle que nous faisons à la transformation donc vers une maturité du moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le chromosome Y est quelque chose qui est transmis de père en fils et qui fait qu'il persiste le long de la lignée paternelle de manière, en théorie, parce qu'il y a des tas de petites variations, de mutations, mais en principe, il reste identique au travers des générations, de père en fils.
tous les autres gènes vont et viennent comme des systèmes de réincarnation, si on peut dire. Ce chromosome Y, euh, cette ténacité qu'il a à rester en permanence à l'intérieur de la lignée de père en fils, il suit, il est exemplaire d'une règle darwinienne, qui est la règle, qui est celle établie par euh, Dawkins, Richard Dawkins, qui est le darwinien reconnu, le représentant darwinien du darwinisme génétique, le darwinisme qui s'est adapté à la génétique actuellement, et son représentant officiel, universitaire, reconnu par tous, c'est Richard Dawkins qui a fait la théorie du chromosome comme se perpétuant. Il appelle ça des réplicances. Le chromosome a la tendance à se multiplier à l'identique, à se répliquer. Donc il a fait une loi qui est la loi il appelle ça des mèmes, des mimes, des réplicances. Eh bien, parmi tous les gènes, il y en a un qui est ce qu'on appelle le parangon des réplicances, le modèle même, le plus réplicance de tous les réplicances. C'est le gène, le super gène qui prouve la règle de Dawkins, c'est le chromosome Y. Vraiment, lui, il est typiquement l'exemple même du réplicance dont Dawkins a fait toute la théorie maintenant du darwinisme. Eh bien, dans sa thèse, Dawkins ne parle jamais du chromosome Y. C'est quelque chose qui est refoulé. Jamais il n'en parle. C'est comme si nous étions à l'époque de Giordano Bruno et que l'on parlait des étoiles en disant, et sans parler du Soleil. Alors que parmi les étoiles, il y en a une qu'on a vraiment en face de nous et on peut savoir ce que c'est qu'une étoile, ou en tout cas, elle est à notre disposition pour avoir la plus typique étoile qui soit, c'est le Soleil. Eh bien, c'est comme si on faisait une théorie des étoiles sans jamais parler du Soleil. C'est exactement ce qui s'est passé avec le darwinien Dawkins, qui est le théoricien des réplicances et qui ne dit pas un mot du parangon des réplicances, c'est-à-dire du chromosome Y. Alors ça met tout de même un indice particulier sur un soupçon de refoulement, un soupçon de blocage, un soupçon de... Il y a quelque chose bon, qui est étrange. Eh bien, ce blocage se montre deuxièmement chez Lacan, chez le spécialiste, non pas du darwinisme, c'est-à-dire de l'évolution des espèces, mais sur le spécialiste du désir et de la nomination. C'est-à-dire, c'est le théoricien de ce qu'on appelle le nom du père. Et donc la psychanalyse par Lacan nous instruit du fait que l'on transmette un nom de père en fils, que la mère dise à son fils qu'il a le nom du père, que dans le langage de la mère, le nom du père signifie le désir de la mère, etc. Donc ce Lacan qui a fait toute cette théorie de la nomination, et qui en montre à quel point elle est importante par, le nom du père, Lacan n'a jamais fait état du fait que ce nom du père, ce nom transmis, c'était le chromosome Y. Il ne parle jamais du chromosome Y, ce qui est aussi aberrant que le fait de ne pas parler du tout de de la, du chromosome Y parmi les réplicances. Donc on voit que Dawkins, le père responsable, le père fondateur, si on peut dire, du darwinisme génétique, refoule le Y. On voit que le cybernéticien psychanalyste, qui est tout de même donc un événement majeur de la pensée moderne, refoule, ne parle pas, parle de la nomination, mais ne parle pas de la nomination
par la génétique, alors qu'il a au lieu de dire nom du père, il dirait patronyme, que l'on aurait donc déjà, on serait sur la piste de ce chromosome. Mais pour Lacan, il n'y a aucun lien entre le nom du père et le chromosome. C'est un deuxième refoulement majeur. Et puis, nous en avons un troisième, s'il fallait vraiment enfoncer le clou, c'est au niveau du féminisme. Nous avons parlé du darwinisme qui refoule complètement le chromosome Y. Nous avons ou la cybernétique ou la psychanalyse qui refoule complètement la nomination par le chromosome Y. Et nous avons le féminisme qui tout de même est tenu par, en France, qui a donné aujourd'hui au gouvernement des dérivés du féminisme dans des couples assez spéciaux et oedipiens. Mais il s'agissait avant le gouvernement actuel du gouvernement où le ministre Badinter était pratiquement, a été célèbre pour ses actions sur la législation de la peine ou pas de mort. C'était Elisabeth Badinter, c'est la papesse du féminisme en France. Et elle était tellement intéressée par, enfin, par la masculinité comme féministe qu'elle a écrit un livre qui n'avait pas d'autre titre que Y. Et elle explique que, ce chromosome Y, elle le rapporte au narcissisme, c'est-à-dire elle ne dit pas un mot de la nomination. Autant Lacan parle-t-il de la nomination sans parler du Y, que Badinter, qui est contemporaine de Lacan, parle du Y sans parler de la nomination. Elle ne parle du Y que comme une espèce de facteur de similarité, un facteur de réplicance, comme le dit Dawkins, entre les hommes et les fils, entre les pères et les fils, et elle n'y voit comme sens à vivre que l'initiation à la sexualité par le père, c'est-à-dire l'inceste pédophile, pédo-enfant, qui serait refoulé. Mais selon Badinter, ça serait pas mal tout de même de faire des petites allusions tout de même à une homosexualité entre le père et le fils, parce que c'est comme ça que ça donne des fils virils. Voilà l'idée de Badinter qui, bon, bah, après on peut dériver sur les conséquences que ça peut avoir d'une idéologie pareille, mais surtout, il est important, il est remarquable pour nous de noter qu'elle ne parle pas du tout de la nomination. Elle ne parle pas du tout du nom du père, dont Lacan, à côté d'elle, ne cessait de parler sans parler du Y. Donc, on voit qu'il y a une symptomatologie dans notre culture actuelle, une symptomatologie sur la nomination, qui a un blocage sur l'initiation de la nomination par le nom du père et son rapport au Y, et son rapport donc à la génétique et à la conservation, ici du Y par la filiation. Mais si on fait une conservation générale du génome, nous avons donc nous débouchons sur une conservation nominale de son génome, c'est-à-dire qu'un génome, c'est le nom d'une personne, où on donne le nom d'une personne à son génome, et à ce moment-là, on a une constitution du moi qui est, qui est un moi triplex dont je ferai peut-être plus d'exposés, mais que j'ai déjà bien théorisé si on veut s'y intéresser. Donc, il est 34, on a passé l'heure, c'est pour ça que j'ai été assez vite pour la fin. Ok. Euh, mais je pense que c'était important de le préciser et en tout cas pour que l'on comprenne, que l'on voit, on ait une vision de la caricature de ce que nous vivons au niveau des refoulements, au niveau des inhibitions vis-à-vis de cette génétique et de pouvoir avoir une civilisation et une conception, une psychologie humaine euh, plus au contrôle de sa génétique.
Oui, voyez-vous des commentaires? On a un peu dépassé la chose, mais bon, j'ai été un peu précipité pour la fin. J'espère que ben, comme d'habitude, l'IA nous dira si c'est compréhensible et si on peut en tirer quelques idées conséquentes. À bientôt. Je termine là pour l'instant l'enregistrement. Suspendre, arrêter l'enregistrement.